le B2 Spirit est au cœur d'un nouvel événement, qui génère déjà des répercussions dans les cercles d'analyse géopolitique et de défense stratégique à l'échelle mondiale. Ce qui pourrait en apparence sembler une discussion technique sur l'aviation militaire devient, à l'examen attentif du contexte actuel, un débat bien plus profond sur l'équilibre du pouvoir mondial, les capacités dissuasives des grandes puissances et le rôle que joue la technologie, furtive dans l'architecture de sécurité internationale du XXe et XXIe siècle. Nous sommes face à un phénomène qui transcende les limites de l'analyse aéronautique conventionnelle et s'installe directement au cœur de la géopolitique contemporaine, où chaque mouvement d'un aéronef peut être lu comme un message diplomatique chiffré adressé non seulement aux adversaires déclarés, mais aussi aux alliés qui observent avec attention les gestes de Washington depuis tous les coins de la planète. Si vous souhaitez comprendre les principaux événements du monde avec une analyse sérieuse, rigoureuse et fondée sur des sources vérifiables, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce qui se passe sur les scènes les plus complexes de l'actualité internationale, pour comprendre en profondeur ce qui est en jeu lorsqu'on parle du B2 Spirit dans le contexte de 2026. Il est nécessaire de reculer de plusieurs décennies et de reconstruire le chemin qui a conduit les Tatsuns à développer l'un des projets d'ingénierie aéronautique les plus ambitieux, les plus coûteux et les plus secrets de l'histoire moderne. À la fin des années 70, le panorama stratégique de la guerre froide présentait une réalité inconfortable pour les planificateurs du Pentagone. La colonne vertébrale de la force aérienne à long rayon d'action américaine, représentée fondamentalement par le B-52 Fortress, avait vieilli d'une manière qui compromettait sérieusement sa capacité à pénétrer les défenses aériennes soviétiques, lesquelles s'étaient modernisées avec une rapidité et une sophistication que personne n'a. Washington n'avait anticipé avec suffisamment d'avance les systèmes de détection radar installés le long de la frontière occidentale de l'Union soviétique avaient évolué au point qu'une formation de B-52, avec son énorme section transversale radar et ses moteurs bruyants, pourrait être interceptée bien avant d'atteindre ses objectifs désignés. Ce n'était pas seulement un problème technique, c'était une vulnérabilité stratégique de premier ordre qui remettait en question la crédibilité même de la dissuasion nucléaire américaine. C'est dans ce contexte d'urgence stratégique que naquit le programme Advanced Tech Bomb B, connu en interne sous le nom de programme ATB, une initiative classifiée au plus haut niveau qui cherchait non seulement à remplacer le B-52, mais à concevoir depuis zéro un concept révolutionnaire de pénétration aérienne. Le processus de sélection du contractant principal devint, selon ce qui a pu être reconstitué à travers des documents déclassifiés et des témoignages de participants, une compétition d'une intensité intellectuelle et technologique extraordinaire entre deux géants de l'industrie aéronautique américaine. D'un côté le Lockheed, qui avait déjà démontré sa capacité à concevoir des aéronefs furtifs avec le révolutionnaire F-17 Nighthawk, misait sur une architecture basée sur des surfaces planes et des angles précisément calculés pour déflectir les ondes radar. De l'autre côté, Northrop présenta une proposition conceptuellement plus radicale, récupérer et porter à la limite technologique le concept de l'aile volante, en éliminant complètement la dérive verticale, qui a historiquement constitué l'un des plus grands réflecteurs de signal radar dans tout aéronef conventionnel. En analysant ce scénario du point de vue de l'ingénierie aérospatiale et de la physique de l'électromagnétisme appliqué, ce qui attire vraiment l'attention des experts est l'audace conceptuelle de la proposition de Northrop. Éliminer la dérive n'est pas simplement une décision esthétique ni même purement aérodynamique. C'est une déclaration philosophique sur la manière dont doit être comprise la relation entre la forme physique d'un aéronef et sa capacité à interagir de manière défavorable avec les ondes électromagnétiques utilisées dans les systèmes de détection. La dérive verticale d'un avion conventionnel agit, du point de vue de la physique radar, comme une sorte de miroir parfaitement orienté, qui renvoie le signal émis par un radar terrestre ou aéroporté avec une intensité particulièrement élevée. En éliminant cette surface, Northrop ne réduisait pas seulement la signature radar du B2, mais redéfinissait complètement la géométrie de la réflexion électromagnétique de toute la plateforme. Le résultat de cette compétition, qui favorisa la proposition de Northrop dans une décision qui généra une controverse interne, considérable compte tenu des implications économiques et des risques techniques impliqués, fut la naissance du B2 Spirit, un aéronef qui avec ses 52 mètres d'envergure et sa silhouette inconfondable d'aile pure est devenu l'un des symboles les plus puissants et les plus reconnaissables de la supériorité technologique militaire américaine. Cependant, ce qui est particulièrement fascinant à l'examen de l'histoire de son développement est que les défis les plus complexes ne furent pas ceux liés à la réduction de la signature radar, mais précisément ceux découlant de la création d'un système de vol viable et sûr pour une plateforme qui, du point de vue de l'aérodynamique classique, est intrinsèquement instable.
Une aile volante sans surface de queue est dépourvue des mécanismes naturels de stabilisation, qui permettent au pilote de contrôler un aéronef conventionnel à travers les techniques apprises au fil de décennies d'histoire de l'aviation. Pour résoudre ce problème fondamental, les ingénieurs de Northrop développèrent un système de commande de vol numérique fly-by-wire d'une sophistication sans précédent pour son époque, capable d'effectuer des milliers de micro-ajustements par seconde sur les surfaces de contrôle intégrées dans l'aile pour maintenir l'aéronef en trajectoire, stable dans toutes les conditions de vol. Ce système n'est pas seulement un composant technique supplémentaire du B2. Il est littéralement le fondement qui rend possible son existence en tant que plateforme opérationnelle. En examinant en détail l'architecture technologique du B2 du point de vue de l'analyse des capacités militaires contemporaines, émerge un profil de capacité qui reste extraordinairement pertinent même 4 décennies après sa conception originale. L'absence de tube pitot conventionnel pour la mesure de la vitesse, remplacé par un réseau distribué de capteurs de pression intégrés dans la structure du fuselage, parle d'un niveau d'intégration systémique qui représentait en son temps la frontière absolue de ce qui était techniquement possible. Chaque décision de conception dans le B2, depuis la disposition des entrées d'air des moteurs jusqu'à la géométrie des bords d'attaque de l'aile, répond à une logique de gestion de signature électromagnétique qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'aviation militaire. Le système de l'AS et du B2, qui résout le problème de la manœuvre latérale sans recourir au mécanisme conventionnel du gouvernail de direction en queue, est peut-être l'un des aspects les plus ingénieux de toute la plateforme. Les dénommés split flaps, surfaces pouvant s'ouvrir asymétriquement sur les 2 bords de fuite de l'aile, pour générer une résistance aérodynamique différentielle, permettent au B2 d'exécuter des virages avec une précision surprenante, dans des situations où la minimisation absolue de la signature radar est critique. L'avion peut même dépendre du différentiel de poussée entre ses 4 turboréacteurs General Electric F1.1 ou Nocelo, pour effectuer des manœuvres de rotation sans avoir besoin de déflectir aucune surface aérodynamique, ce qui théoriquement élimine complètement la signature électrique supplémentaire que générerait le mouvement d'actionneur hydraulique. Cette capacité, que les analystes ont informellement dénommée rotation fantôme, illustre parfaitement la philosophie de conception du B2. Il ne s'agit pas d'être moins visible, mais d'être pratiquement indétectable dans toutes les conditions opérationnelles concevables, ce qui attire vraiment l'attention des analystes spécialisés en technologie de défense. À l'examen du contexte géopolitique de 2020 cisait la convergence de multiples facteurs de tension, qui font de la présence du B2 Spirit dans le débat stratégique quelque chose de bien, plus qu'une discussion abstraite sur les capacités aéronautiques. L'évolution du programme nucléaire iranien, qui selon de multiples évaluations de renseignements publiées par diverses organisations internationales, a progressé vers la capacité d'enrichissement d'uranium à des niveaux de qualité militaire, avec une régularité qui préoccupe profondément les planificateurs stratégiques occidentaux, a fait de la question des installations nucléaires souterraines iraniennes l'un des problèmes de sécurité les plus complexes et les plus urgents du scénario international contemporain. Et c'est précisément dans ce contexte que la spécificité technique du B2 acquiert une pertinence opérationnelle qu'aucun autre système d'armes actuellement en service ne peut reproduire. L'installation de Fordo, construite dans les montagnes de Con à une profondeur qui pendant des années fut considérée comme pratiquement invulnérable à toute intervention conventionnelle, représente l'épitome du défi stratégique auquel fait face toute puissance envisageant des options d'action face à l'avancée nucléaire iranienne. La logique derrière l'enfouissement d'installations nucléaires sensibles sous des dizaines de mètres de roches et de béton armé est parfaitement compréhensible du point de vue de la doctrine de survie stratégique. Si une installation ne peut être détruite de l'extérieur, sa valeur en tant qu'élément de dissuasion se multiplie exponentiellement. Pendant des décennies, cette logique semblait irréfutable. Cependant, le développement et l'incorporation ultérieure dans l'arsenal du B2 de la bombe Pelfolan Terebe ou Minus Massive Ordnance Penetra, ou MOP, a fondamentalement altéré ce calcul stratégique d'une manière que les planificateurs iraniens ne peuvent ignorer, en analysant les caractéristiques de la GBU-57 MOP d'une perspective technique objective. Ce qui émerge est l'image d'une solution d'ingénierie conçue spécifiquement pour résoudre le problème des objectifs enfouis, à des profondeurs qui étaient jusqu'alors à l'abri de toute intervention cinétique. Avec un poids approximatif de 13 600 kg et une longueur dépassant les 6 mètres, la GBU-57 n'est pas simplement une bombe plus grande. C'est le résultat d'un programme de recherche et développement qui cherchait spécifiquement la capacité de pénétrer des couches successives de roches et de béton armé jusqu'à atteindre des profondeurs pouvant dépasser 60 mètres avant de faire détonner sa charge, et de manière cruciale,
dans le contexte du débat sur les options disponibles face à la prolifération nucléaire. Le B-2 Spirit est la seule plateforme actuellement en service dans toute force aérienne au monde capable de transporter et d'employer. La GBU-50, c'est avec la combinaison de rayons d'action, de précision et de capacité de pénétration des défenses qui rendrait opérationnellement viable une mission de ce type. En examinant les implications de cette capacité du point de vue de l'analyse de l'équilibre des pouvoirs, la conclusion à laquelle parviennent indépendamment de nombreuses analyses de défense est que l'existence du binôme B2-GBU-5 s'est à créer une asymétrie stratégique aux conséquences profondes. Il ne s'agit pas simplement du fait que les États-Unis ont la capacité théorique d'atteindre des installations qui étaient précédemment considérées comme inaccessibles. Il s'agit du fait que cette capacité existe en combinaison avec une plateforme de livraison, capable d'opérer dans des espaces aériens défendus, avec une probabilité de succès qu'aucun autre système actuellement disponible ne peut égaler. Cette combinaison est ce qui fait du B-2 un facteur de dissuasion actif dans le calcul stratégique iranien, indépendamment de toute considération sur la volonté politique de Washington d'en autoriser l'emploi. La dimension politique de la présence du B-2 dans le débat stratégique est aussi importante que sa dimension technique. Et à l'examen de ces deux aspects conjointement émerge une image de considérable complexité. La décision des États-Unis de ne pas exporter le B-2 à aucun allié, aussi proche soit-il, n'est pas simplement une précaution de sécurité industrielle conventionnelle. C'est l'expression d'une doctrine de contrôle des technologies sensibles, qui reconnaît que certains systèmes représentent des multiplicateurs de puissance tellement significatifs que leur prolifération, même parmi des alliés de confiance, altérerait fondamentalement l'équilibre des capacités d'une manière que Washington considère inacceptable et cette posture, qui a généré des frictions avec des alliés qui souhaiteraient logiquement accéder à des capacités de pénétration de ce niveau, reflète une évaluation stratégique très particulière sur la nature du pouvoir militaire au XXe et XXIe siècle et sur les limites que les États sont prêts à établir même au sein de leurs propres alliances. Ce qui est particulièrement révélateur à l'examen des débats internes qui ont filtré à travers des sources académiques et des think tanks spécialisés en politique de défense est la sophistication du raisonnement derrière cette posture. Il ne s'agit pas uniquement du risque que la technologie sensible du B-2 tombe entre les mains d'adversaires à travers une chaîne de transfert que Washington ne peut contrôler complètement une fois que la plateforme est exportée. Il s'agit également de la considération stratégique, plus profonde selon laquelle réserver le B-2 comme capacité exclusivement nationale permet aux États-Unis de calibrer avec précision les messages dissuasifs qu'ils envoient à travers leurs mouvements. Lorsque le Pentagone déploie ou annonce simplement la position d'un B-2 dans une zone d'intérêt stratégique, le message est sans équivoque et sa crédibilité dépend précisément du fait que cette capacité est contrôlée en totalité par la chaîne de commandement américaine, sans l'ambiguïté qu'introduire et inévitablement la possibilité qu'un allié disposant de son propre B-2 prenne des initiatives non coordonnées avec Washington. L'épisode décrit dans des sources spécialisées comme le survol de l'Alaska en août 2025, où un B-2 aurait été employé comme instrument de signalisation stratégique dans le contexte des tensions avec la Russie, illustre parfaitement cette dimension communicative du système d'armes dans le lexique de la dissuasion nucléaire et de la signalisation stratégique. La démonstration de capacité sans action directe est l'un des instruments les plus raffinés de la diplomatie de puissance. Le message que transmet la présence d'un B-2 dans une zone d'intérêt ne requiert aucun accompagnement verbal. La plateforme elle-même communique, avec une éloquence qu'aucun communiqué diplomatique ne peut reproduire l'existence d'une capacité qui peut être employée sans préavis, avec une probabilité minimale de détection et avec des conséquences pour l'objectif, qui peuvent être décidées unilatéralement à Washington. C'est le langage dans lequel parle le B-2, et c'est un langage que les destinataires de ce message comprennent parfaitement. En analysant la dimension opérationnelle du B-2 lors de missions de longue durée, émerge l'un des aspects les plus fréquemment sous-tendus dans les discussions sur les capacités de bombardement stratégique. Le facteur humain, les débats sur la technologie furtive, la capacité de pénétration des défenses et la puissance de feu tendent à se concentrer sur les spécifications techniques de la plateforme. Mais la réalité opérationnelle d'une mission de B-2 pouvant s'étendre au-delà de 40 heures pose des défis qui vont bien au-delà de l'ingénierie aéronautique. Un équipage de 2 pilotes devant maintenir l'aéronef en condition de silence radio complet sur un territoire hostile, pendant des périodes qui défient les limites de la résistance humaine est soumis à une pression psychologique et physique qui a peu d'analogie dans toute autre discipline militaire. Le fait que le B-2 dispose d'un système de repos rudimentaire, permettant à l'un des pilotes de récupérer brièvement pendant que l'autre maintient la vigilance indique que les concepteurs du système ont reconnu
dès le début que la résistance humaine serait l'un des facteurs limitants dans les missions à long rayon d'action. L'infrastructure de ravitaillement en vol qui rend possible les missions à portée mondiale du B2 est en elle-même un système d'une complexité logistique extraordinaire, qui reçoit rarement l'attention analytique qu'elle mérite. Le fait que le facteur limitant dans l'autonomie opérationnelle d'un B2 en mission à long rayon d'action ne soit pas le carburant, mais la capacité des pilotes à maintenir les performances cognitives nécessaires pour opérer la plateforme. Avec la précision que ces missions requièrent pose des questions profondes sur la façon dont les planificateurs de défense calibrent les limites du système. Une erreur de jugement dans des conditions de fatigue extrême, un virage effectué avec un angle incorrect, une altitude maintenue hors des paramètres optimaux. Toute déviation des procédures établies peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà de l'échec de la mission individuelle. Dans le contexte d'une opération sur un espace aérien iranien défendu par les systèmes décrits dans les analyses de renseignements disponibles, incluant des radars de différentes fréquences spécifiquement déployés pour tenter de détecter les plateformes furtives dans les fenêtres de plus grande vulnérabilité. La précision des performances humaines est aussi critique que toute spécification technique de l'aéronef, ce qui attire vraiment l'attention des analystes à l'examen de la stratégie de défense aérienne iranienne et la sophistication conceptuelle de l'approche adoptée. Plutôt que de tenter de construire un système de défense aérienne conventionnel capable de détecter et d'engager le B2 dans ses conditions nominales d'opération, ce qui représenterait un défi technologique de proportion possiblement insurmontable avec les moyens disponibles. Les planificateurs iraniens ont misé sur une stratégie d'exploitation des fenêtres de vulnérabilité. Cette approche reconnaît implicitement la supériorité technique de la plateforme en conditions normales, mais identifie des moments spécifiques au cours d'une mission où la signature électromagnétique du B2 augmente de manière significative. L'ouverture de la soute à armement est l'exemple le plus fréquemment cité. Au moment où les portes de la soute s'ouvrent pour libérer l'armement, la section transversale radar du B2 s'accroît de manière détectable, créant une fenêtre temporelle qui, si elle est exploitée par un système radar passif suffisamment sensible positionné sur le vecteur d'approche correct, pourrait en théorie fournir les informations nécessaires pour générer une solution de tir pour un missile solaire. En examinant ce scénario d'une perspective analytique rigoureuse, il est important d'éviter aussi bien la assumption que la surestimation de cette vulnérabilité potentielle. Les planificateurs du Pentagone en sont parfaitement conscients, et les procédures opérationnelles du B2 sont conçues pour minimiser l'exposition durant ces fenêtres critiques à travers une combinaison de tactiques incluant la variation des altitudes de largage, la sélection de routes d'approche qui réduisent la probabilité d'exposition aux capteurs adversaires connus, et la coordination avec des mesures de suppression de défense aérienne pouvant être exécutées tant par d'autres plateformes que par des moyens non cinétiques, ce qui reste impossible à déterminer avec certitude depuis l'extérieur du processus de planification opérationnelle et le degré auquel l'interaction entre les capacités offensives du B2 et les défenses iraniennes a évolué dans les exercices et simulations que les deux parties conduisent de manière continue, chacune tentant d'anticiper les mouvements de l'autre. Le système de missiles iranien Bavar 373, fréquemment comparé aux Esmir russes en termes de capacité de portée et d'altitude, représente la composante la plus avancée de la couche de défense ponctuelle des installations critiques iraniennes. À l'analyse de ces caractéristiques techniques publiées et des évaluations indépendantes disponibles, ce qui émerge est un système aux capacités respectables contre des objectifs conventionnels de moyenne et haute altitude, mais présentant des incertitudes significatives quant à son efficacité contre des plateformes furtives, comme le B2 opérant selon des profils de mission optimisés pour minimiser la détection. La question critique du point de vue analytique n'est pas de savoir si le Bavar 373 a théoriquement la capacité de compromettre un B2 dans quelques scénarios hypothétiques. C'est de savoir si les conditions spécifiques dans lesquelles cette capacité pourrait se matérialiser, incluant la détection préalable suffisante pour générer une solution de tir valide, sont réalistement atteignables contre un système opéré par des équipages hautement entraînés suivant des procédures conçues spécifiquement pour éviter cette détection. La dimension économique du B2 mérite une considération analytique spécifique, car elle illustre de manière particulièrement claire les tensions et contradictions inhérentes au développement de capacités militaires de la plus haute sophistication technologique, avec un coût de développement et de production qui atteignit des niveaux extraordinaires même pour les standards des dépenses de défense américaines, et avec des coûts opérationnels par heure de vol qui placent le B2 parmi les actifs les plus coûteux de toute force aérienne en termes de maintenance par unité de temps. La question de la soutenabilité de la flotte a été un sujet de débat permanent. Dans les cercles de politique de défense de Washington,
la flotte de seulement 20 unités originales, dont 19 restent opérationnelles selon les chiffres publiés, représente une concentration de capacités stratégiques dans un nombre extraordinairement réduit de plateformes, qui soulève des questions sérieuses sur la résilience et la vulnérabilité logistique. L'exigence de maintenance dans des hangars aux conditions environnementales précisément contrôlées, spécifiquement dans ce qui concerne la température et l'humidité, pour préserver l'intégrité des matériaux absorbants radar appliqués sur la surface du B2 n'est pas simplement une inconvénience opérationnelle. C'est l'expression d'une vulnérabilité systémique inhérente à la conception de la plateforme. Les matériaux qui rendent possible la signature radar extraordinairement faible du B2, décrite dans les évaluations techniques disponibles comme équivalente à celle d'un objet de la taille d'une petite balle de golf malgré l'échelle réelle de l'aéronef, sont extrêmement sensibles aux conditions environnementales et requièrent des inspections, des réparations et des réapplications périodiques qui consomment des ressources significatives et limitent la disponibilité opérationnelle de la flotte. Cette caractéristique, que les critiques du programme ont signalé à plusieurs reprises comme un facteur réduisant substantiellement le taux de disponibilité opérationnelle du B2 par rapport à des plateformes plus conventionnelles, est le prix à payer pour maintenir le niveau de discrétion qui définit l'aéronef, la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, foyer permanent de toute la flotte de B2, concentrant un unique point géographique, une fraction disproportionnée du pouvoir de dissuasion stratégique de la force aérienne américaine. Cette concentration géographique, qui répond en partie à la nécessité de maintenir les hangars à température contrôlée et les complexes systèmes de maintenance spécialisés dans une installation unique, représente du point de vue de l'analyse des vulnérabilités une considération stratégique de premier ordre que les planificateurs du Pentagone sont en permanence obligés de gérer. La possibilité de déployer des unités du B2 dans des bases avancées comme Diego Garcia dans l'océan Indien, qui a été fréquemment discuté dans le contexte des contingences liées au programme nucléaire iranien, requiert précisément le type d'infrastructure de soutien spécialisé qui ne peut être établi avec la même facilité avec laquelle des chasseurs conventionnels sont déployés. En examinant le débat sur l'avenir de la domination aérienne stratégique dans le contexte des développements technologiques des dernières années, ce qui impossible à ignorer est l'accélération dans le développement de capacités de défense anti-aérienne que plusieurs acteurs étatiques ont atteint, le concept de radar quantique, qui a généré une attention considérable dans les médias spécialisés, bien qu'avec des évaluations divergentes sur l'état réel de maturité de cette technologie, soulève la question théorique de savoir si les principes physiques qui sous-tendent la furtivité du B2 et de plateformes similaires pourraient éventuellement être compromis par des systèmes de détection basés sur des principes physiques radicalement différents de ceux du radar conventionnel. Les radars quantiques, qui dans leur formulation théorique utilisent des photons, enchevêtrés pour générer des signaux d'interrogation qui seraient en principe capables de détecter des objets absorbant ou dispersant l'énergie électromagnétique de manière qui rend inefficaces les approches conventionnelles, représente le type de défi asymétrique susceptible d'altérer potentiellement l'équilibre entre offensive et défense aérienne d'une manière que les planificateurs de défense doivent envisager avec sérieux. Cependant, ce qui attire vraiment l'attention des analystes à l'examen de l'état actuel des technologies quantiques appliquées à la détection radar est la distance significative qui sépare encore les développements démontrés un environnement de laboratoire des capacités opérationnelles qui seraient nécessaires pour compromettre des plateformes comme le B2 dans des conditions de combat réalistes. La physique de l'enchevêtrement quantique et ses applications potentielles dans les systèmes de détection est un domaine de recherche active qui a produit des résultats genuinement fascinants du point de vue scientifique. Mais la transition depuis des prototypes de laboratoire vers des systèmes opérationnels capables de fonctionner dans des conditions environnementales adverses, avec les exigences de mobilité tactique et avec les contraintes de taille, de poids et de consommation énergétique, que demande toute application militaire pratique. Une transition qu'aucun acteur étatique n'a encore achevée de manière à modifier fondamentalement les calculs opérationnels. C'est dans ce contexte que le développement du B-21 Raider en tant que successeur du B-2 acquiert sa pleine signification stratégique. Le programme B-21, qui a progressé à travers ses phases de développement avec un niveau de secret qui sous certains aspects dépasse même celui qui caractérisa le développement original du B2, représente la réponse des États à la perspective, selon laquelle les technologies de détection adversaires continueront d'évoluer vers des capacités susceptibles d'éventuellement compromettre l'invisibilité des plateformes de la génération précédente. À l'analyse de ce qui est connu du B-21A, travers des révélations officielles délibérées et des évaluations indépendantes de spécialistes en défense, ce qui émerge est le profil d'une plateforme qui cherche à maintenir l'avantage furtif caractéristique de son prédécesseur,
tout en intégrant les leçons apprises de 4 décennies d'opération du B2 et en abordant certains des défis logistiques et de maintenance qui ont limité la disponibilité opérationnelle de la flotte actuelle, la capacité d'opérer aussi bien avec équipage que de manière autonome, discutée dans le contexte du B21, représente de plus une évolution conceptuelle qui pourrait éventuellement éliminer la contrainte du facteur humain qui limite la durée d'émission du B2. En examinant le rôle que joue actuellement le B2 Spirit dans le contexte des tensions autour du programme nucléaire iranien, ce qui émerge d'une analyse minutieuse des déclarations officielles, des mouvements d'actifs documentés et des débats dans les forums spécialisés de politique de défense et une image de considérable subtilité. La question n'est pas simplement de savoir si les États-Unis ont la capacité technique d'exécuter une opération compromettant les installations nucléaires iraniennes en utilisant le B2. C'est de savoir si l'existence démontrée, communiquée de cette capacité peut fonctionner comme un instrument de dissuasion et de pression modifiant le comportement iranien sans nécessité de matérialiser l'option non-action directe. Cette logique de dissuasion active par démonstration de capacité, qui a des racines profondes dans la théorie nucléaire et dans la pratique de la diplomatie coercitive développée pendant la guerre froide, est peut-être l'usage le plus sophistiqué et le plus fréquent que Washington fait du B2 Spirit dans l'environnement stratégique et contemporain, en analysant les réponses iraniennes aux signalisations stratégiques américaines ayant impliqué des références au B2 ou des déploiements d'actifs à long rayon d'action dans des régions adjacentes au Golfe Persique. Ce qui est significatif du point de vue analytique est la sophistication avec laquelle Téhéran a répondu à cette pression, loin des réactions impulsives que les modèles les plus simplistes de la dissuasion nucléaire pourraient anticiper. La réponse iranienne a consisté en une combinaison de développement accéléré de capacités défensives spécifiquement orientées vers les vulnérabilités identifiées dans les plateformes furtives, de rhétorique publique cherchant à projeter la confiance dans la capacité de résistance nationale, et de continuation calculée du programme d'enrichissement nucléaire comme signal que les pressions extérieures ne modifieront pas les décisions stratégiques fondamentales. Ce schéma de réponse, que les analystes de la politique iranienne reconnaissent comme cohérent avec la doctrine stratégique, développée par l'establishment de sécurité de la République islamique au fil de décennies, suggère que l'effet dissuasif du B2 sur le comportement iranien est réel mais partiel et complexe. Pas l'instrument de paralysie stratégique que certaines présentations plus simplistes du débat suggèrent. La dimension multilatérale du débat sur le B2 et les options face au programme nucléaire iranien ajoute une couche supplémentaire de complexité que toute analyse sérieuse doit envisager. Le positionnement d'alliés régionaux comme Israël, qui a ses propres évaluations sur les lignes rouges dans l'avancée nucléaire iranienne, pouvant différer des calculs de Washington quant au moment et au seuil d'action, introduit des variables que les planificateurs du Pentagone doivent considérer en évaluant comment le profil de capacité du B2 s'inscrit dans un contexte géopolitique où de multiples acteurs avec leurs propres intérêts ont la capacité de prendre des initiatives qui modifient le scénario de manière pas nécessairement souhaitée par la puissance dominante. La coordination entre la capacité unique de pénétration profonde qu'offre le B2 et les capacités de suppression de défense aérienne, de reconnaissance et de soutien logistique qu'apporteraient d'autres acteurs dans tout scénario d'opération combiné est l'un des domaines de planification les plus sensibles et complexes du débat stratégique autour de cette région. Il est également important, d'une perspective d'analyse rigoureuse, d'examiner les limitations réelles qui conditionnent les options disponibles pour Washington dans ce contexte. La considération du droit international et le cadre juridique des conflits armés, qui établit des critères spécifiques sur la proportionnalité, la distinction et la nécessité militaire que toute opération doit satisfaire pour être justifiable dans le scénario juridique international, n'est pas une abstraction académique sans pertinence pour les planificateurs militaires américains. C'est un ensemble de contraintes ayant des conséquences politiques réelles en termes de soutien allié, de positionnement diplomatique et de légitimité internationale qui affectent directement la capacité de Washington à construire les coalitions, et le soutien que toute action majeure nécessiterait. La précision chirurgicale que le B2 peut apporter du point de vue technique, permettant en théorie de concentrer l'effet destructeur sur des objectifs militaires spécifiques avec des niveaux de dommages collatéraux significativement réduits par rapport aux options à long rayon d'action disponibles des décennies auparavant, est un facteur que les planificateurs considèrent pertinent précisément dans ce contexte. En examinant la trajectoire historique du débat sur les options militaires face au programme de prolifération nucléaire, ce qui émerge d'une perspective comparative à l'extraordinaire complexité des effets de second et troisième ordre qui détermine si une intervention de ce type parvient à atteindre ses objectifs stratégiques déclarés. L'expérience du bombardement israélien du réacteur Osirak irakien en 1981
qui fut à l'époque évalué par de nombreux analystes occidentaux comme un exemple d'intervention préventive réussie et qui depuis lors a été réexaminé de manière critique à la lumière d'évidence, suggérant que ses effets sur la détermination de l'Irak à développer des capacités nucléaires furent au moins ambigus, offre des leçons importantes sur les limites de l'analyse purement technique d'options de cette nature. Un succès technique mesuré en termes de dommages physiques à des installations spécifiques n'est pas automatiquement un succès stratégique mesuré en termes de modification durable du comportement de l'acteur, dont on a tenté de dégrader les capacités. Ces nuances sont ce qui différencie l'analyse stratégique sérieuse des présentations qui se limitent à décrire des capacités techniques sans les contextualiser dans le cadre plus large de la dynamique politico-stratégique qui détermine comment et quand ces capacités sont employées. Le B2 Spirit est, sans aucun doute, l'un des outils de puissance aérienne les plus sophistiqués et les plus capables qu'une force militaire ait développé dans l'histoire de l'aviation. Ses caractéristiques techniques, documentées à travers des décennies d'évaluations indépendantes et des révélations officielles limitées, qui ont filtré à travers le secret entourant le programme, le placent dans une catégorie à part en termes de combinaison de furtivité, de capacité de charge, de rayon d'action et de précision. Mais pour comprendre pleinement le rôle qu'il joue dans le scénario géopolitique actuel, il faut aller au-delà des spécifications techniques et examiner les processus politiques, diplomatiques et stratégiques complexes qui déterminent comment et quand cet instrument exceptionnel est employé, menacé ou simplement exhibé comme signal de capacité et de détermination. Ce que les prochains mois et années révéleront, dans le contexte des tensions autour du programme nucléaire iranien et des dynamiques plus larges de compétition stratégique entre les grandes puissances, est de savoir si l'ère du B2 Spirit comme axe central de la capacité de pénétration stratégique des États-Unis se poursuit avec l'incorporation progressive du B-21 Raider, ou si les développements dans les technologies de détection et dans la prolifération de systèmes de défense anti-aérienne avancent et accélèrent la transition vers de nouveaux paradigmes dans lesquels les plateformes pilotées, indépendamment de leur niveau de sophistication furtive, sont complétées ou éventuellement supplantées par des systèmes opérant dans des domaines avec des caractéristiques que l'état actuel de l'art en défense aérienne n'est pas en mesure de compromettre efficacement. Ce qui demeure constant, indépendamment de l'évolution de cette équation technologique, est que la capacité des États à atteindre tout point de la planète avec précision, et avec une vulnérabilité minimale aux contre-mesures adversaire a été et continuera d'être un élément central de l'architecture de sécurité internationale, qui définit l'ordre mondial contemporain. Le débat sur le B2 Spirit, en dernière analyse, n'est pas un débat sur l'aviation militaire. C'est un débat sur la nature du pouvoir au XXe et XXIe siècle, sur la façon dont les démocraties occidentales gèrent le dilemme entre la nécessité de maintenir des capacités dissuasives crédibles et l'impératif de le faire dans des cadres légaux et éthiques qui préservent la légitimité internationale constituant l'un de leurs actifs stratégiques les plus précieux. C'est un débat qui n'a pas de réponse simple ni de conclusion confortable. Mais c'est précisément ce niveau de complexité qui rend son analyse rigoureuse non seulement intellectuellement fascinante, mais absolument indispensable pour tout citoyen souhaitant comprendre les dynamiques qui façonnent le monde dans lequel nous vivons.